Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui s'ouvre le 106e Congrès des maires de France et je tiens tout d'abord à saluer nos 500 000 maires, adjoints et conseillers municipaux. 500 000 élus, c'est un demi-million de nos concitoyens qui s'engagent au quotidien, en toutes circonstances, parfois à toute heure du jour et de la nuit. Heureusement qu'ils sont là. Aussi, ne méritent-ils pas d'être soutenus? Et pourtant, aujourd'hui, ils sont en colère. Le ton monte. Depuis des semaines, ils vous interpellent, Monsieur le Premier ministre. Fermeture de mairies, manifestations devant les préfectures. Et il y a à peine une heure, les maires étaient plusieurs milliers à protester dans l'enceinte de leur propre congrès. Que demandent-ils, Monsieur le Premier ministre? Pouvoir agir, qu'on leur garantisse les moyens de faire ce pourquoi ils ont été élus. Or, c'est bien ce dont vous voulez les priver en leur faisant les poches. 5 milliards d'euros annoncés, 10 milliards en réalité, c'est un véritable hold-up. Pendant les débats budgétaires, nous avons trouvé sur ces bancs des majorités pour, au contraire, soutenir nos collectivités. Le rejet final du projet de loi de finances ne saurait balayer cet espoir alors que les élus sont dans l'attente. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé dans votre discours de politique générale à bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Agir en responsabilité, c'est bien ce que demandent les élus locaux. Mais pour nouer un contrat, encore faut-il du dialogue et de la confiance. Vous vous exprimerez jeudi au Congrès des maires. Entendez-vous répondre à leur colère et reprendre les mesures qui, dans cette Assemblée, ont fait consensus? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Delautrette. Monsieur le Président, comme vous, évidemment, je pense que dans notre Assemblée, tout le monde rendra hommage aux 500 000 élus, qu'ils soient évidemment conseillers régionaux, départementaux ou membres du bloc local. Pour autant, vous le savez, nous travaillons régulièrement avec l'ensemble de ces élus, qu'il s'agisse de l'association des maires, qu'il s'agisse des maires ruraux. Et j'étais encore ce matin à leur congrès. Alors effectivement, un certain nombre d'entre eux ont souhaité, vous venez de le dire, mettre leur écharpe et mettre parallèlement à l'écharpe une berne, un drapeau noir pour appeler l'attention qui est celle du gouvernement. Vous le savez, depuis le 21 septembre, date de nomination du gouvernement de Michel Barnier, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus parce que l'enjeu, vous le connaissez. L'enjeu, c'était un budget qui a été réalisé dans les conditions que vous connaissez. Ce budget a évidemment parmi ses nombreuses contraintes celle de répondre au déficit de notre pays et de ramener le déficit public à 5%. À partir de là, la réflexion qui a été menée est une réflexion qui a consisté à regarder quelles étaient les marges d'économie possibles. Et nous avons travaillé avec les collectivités et d'ores et déjà, entre la version initiale et ce qui est proposé aujourd'hui, vous avez entendu le Premier ministre vendredi devant les départements. Nous avons, avec les maires, évoqué des sujets très concrets sur le FCTVA, pour prendre un premier exemple, sur la capacité pour les maires à retrouver du pouvoir d'agir, sur le statut des maires, parce que quand on parle de grogne et d'interrogation des maires, il y a leur rôle au quotidien près de nos concitoyens. Et je parle notamment du sujet des violences. Pas plus tard que jeudi, le ministre de l'Intérieur relancera le Beauvau pour les maires, parce que respecter les maires, c'est aussi que chacun de nos concitoyens sache être correct et les respecter et ne donne pas et quelque part n'attendent pas à leur vie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le Président, allez-y. Madame la Ministre, je ne pense pas que cette réponse rassure les élus, pas plus que les Françaises et les Français qui nous écoutent. Ils l'auront compris, ce sera moins de services publics au quotidien, moins d'emplois du fait de travaux moindres dans les collectivités. Vous ciblez donc les collectivités, mais au final, ce sont bien les Françaises et les Français qui paieront la facture. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée de la Famille et de la Petite Enfance. Madame la Ministre, maltraitance, mauvais traitement et violences physiques, rationnement sur les couches ou sur la nourriture, ces dérives n'ont pas leur place dans le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui, 19 novembre, les professionnels sont en grève. J'étais ce matin à leur côté devant votre ministère. La colère de ces travailleurs essentiels est immense, ou devrais-je dire ces travailleuses, car ce sont majoritairement des femmes.
Leur travail n'est pas assez respecté, leur travail n'est pas assez rémunéré, leur travail n'est pas assez considéré. Ce sont des professionnels qui sont dévoués à nos enfants et qui sont pourtant victimes d'un système qui dysfonctionne gravement. Je rappelle qu'il y a 2 ans, un enfant est mort dans une crèche. Pour permettre un accueil digne des tout-petits, il faut de la dignité dans le travail de ceux qui les accueillent. Chaque jour, ce sont des centaines de professionnels de la petite enfance qui jettent l'éponge. Et il manque 10 000 postes aujourd'hui en France. Et l'État n'est pas au rendez-vous. On a plus d'une place sur 2 aujourd'hui en France qui est créée dans le secteur lucratif. Et plutôt que d'investir dans le secteur public, de soutenir nos crèches municipales, l'État dilapide l'argent des Français pour alimenter des profits privés au détriment de la qualité d'accueil. Et même la société civile s'empare de ce sujet, à l'instar d'Anticor, par exemple, qui a porté plainte pour détournement d'argent public. Et pendant ce temps-là, nos collectivités qui sont exsangues sont pris à la gorge et ne parviennent pas à remplir leur mission de service public. Alors, Madame la Ministre, serez-vous enfin la ministre que les professionnels de la petite enfance attendent depuis tant d'années pour résoudre les enjeux d'un secteur qui est en crise? Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, réforme du mode de financement pour sortir de la logique comptable et de la financiarisation, respect des taux d'encadrement. Les solutions sont connues. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour agir? Je vous remercie. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée Céline Hervieux. Alors d'abord vous dire qu'évidemment le gouvernement est très sensible aux points que vous soulevez, très sensible aux constats qui ont été réalisés dans le secteur de la petite enfance et notamment à certaines dérives que vous avez soulevées, notamment dans le secteur privé lucratif. Plus globalement, pour répondre aux questions que vous soulevez, le gouvernement entend répondre aux difficultés du secteur de la petite enfance et il a déjà engagé des travaux pour y remédier. En premier lieu, la mise en place du service public de la petite enfance à compter du 1er janvier 2025 qui permettra, en confiant aux communes la compétence d'autorité organisatrice, d'organiser l'offre d'accueil et son adéquation aux besoins locaux. Ensuite, vous avez soulevé la question de la qualité de l'accompagnement. Ce service s'accompagne d'un référentiel qualité pour l'accueil du jeune enfant et d'une stratégie de contrôle coordonné. Pour favoriser et impulser la création de places d'accueil du jeune enfant, la ministre de la Famille et de la Petite Enfance, Agnès Canayer, engage une réforme du financement des modes d'accueil collectifs et qui portera sur toutes ces dimensions. Elle veillera, bien entendu, à ce que tout risque de dérive soit écarté. Et enfin, rien ne se fera sans les professionnels de la petite enfance. Un comité de filière composé des représentants de tous les acteurs de la filière travaille sur cette question et sur toutes les dimensions visant à améliorer la formation, les parcours et les conditions de travail des professionnels. Si nous partageons le constat de certaines difficultés et de risques que vous avez évoqués, les différents points soulevés sont spécifiquement analysés et des solutions sont amenées par ces travaux. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. La colère des agriculteurs ne cesse de gronder et de s'intensifier partout en France depuis des semaines. Ils dénoncent des politiques trop souvent inadaptées à leur réalité, une précarité croissante et un sentiment d'abandon face aux crises qui s'accumulent. Dans le sud-ouest, le Lot, la Corrèze, la Dordogne, comme dans le Dauphiné, l'Isère, la Drôme ou en Charente, la filière noix illustre parfaitement ces difficultés. Maladies fongiques, dérèglements climatiques, concurrence internationale venue notamment du Chili. Ce sont autant de facteurs qui ont entraîné des récoltes calamiteuses et mettent en péril les exploitations. Si le gouvernement a bien proposé un plan de soutien en 2023, ces critères d'éligibilité excluaient alors 9 exploitations sur 10 dans le Lot. Ce plan se résumait donc à de la communication politique. Comme souvent, ces agriculteurs qui font l'effort de la polyculture, essentielle à leur survie autant qu'à la préservation de l'environnement, ne sont pas récompensés. Ils font face à des règles qui semblent ignorer toute réalité. Et le même constat pourrait être dressé de plusieurs filières, parmi lesquelles la viticulture évidemment, souvent touchée par des causes similaires, mais aussi l'élevage bien sûr. Madame la Ministre,
Des mesures fortes, adaptées et immédiates sont urgentes et vitales. Ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent méritent bien plus que les effets d'annonce d'il y a un an. En 2 mots, Madame la Ministre, avez-vous désormais une véritable solution à nous proposer pour sauver notre agriculture et sa souveraineté, mais aussi et surtout pour protéger enfin nos agriculteurs et les filières en danger? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Christophe Proença, vous m'avez alerté sur la situation particulière de la filière noix avec vos collègues Sébastien Pétavy et Aurélien Pradier. J'ai bien reçu votre courrier et cette filière noix est tout à fait emblématique des difficultés que peuvent connaître certaines de nos productions, très identitaires, très emblématiques, et je veux vous dire tout mon soutien. Alors, c'est vrai, cette filière a connu d'importantes difficultés. Après une période de surproduction, vient aujourd'hui une période de diminution des rendements. Les rendements de 2024 ont été inférieurs à la moyenne dans la Lot, dans la Corrèze et en Dordogne. Plusieurs députés comme Fabrice Brun ou Frédéric Meunier m'ont alerté également, et je vais leur dire que bien sûr l'enjeu aujourd'hui est dans la structuration de votre filière. Je sais qu'un travail a été entrepris pour structurer la filière et pouvoir travailler à un projet d'AOP Noix de France, à la fois la noix du Périgord et la noix de Grenoble. Je n'arbitrerai pas entre les deux, elles sont excellentes l'une et l'autre, mais l'important maintenant c'est de structurer cette filière. Et donc ce travail est important et je veux le suivre avec attention. Un autre volet de cette action consiste à rénover les vergers via France 2030 et la planification écologique. Sachez en tout cas que sur ce dossier de la noix de France, je veux y apporter non seulement mon attention, mais également des moyens dans le prochain budget. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, les agriculteurs sont sensibles aux paroles positives, mais ils ont évidemment besoin d'actes concrets et forts. Et je pense qu'il y a un domaine que vous n'avez pas cité, c'est la recherche. Je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens très puissants sur la recherche pour que ces filières, notamment, qui se répercutent sur d'autres, puissent trouver une solution durable. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, vous avez absolument raison sur la recherche. Le travail est nécessaire. Jamais l'agriculture n'a eu autant besoin des ressources de la recherche pour limiter les effets du changement climatique, pour mieux résister aux agresseurs qui déciment nos productions. Et c'est le travail que nous faisons avec l'ensemble des organismes chargés de la recherche. Merci. Des budgets sont consentis pour cela. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les maires de France, nombreux dans cet hémicycle aujourd'hui, devront-ils demain augmenter le prix de la cantine dans leurs écoles ou bien réduire le grammage des repas distribués aux enfants? Ce n'est pas une vue de l'esprit, mes chers collègues. C'est à des décisions comme celle-ci qu'ils vont être confrontés désormais. Privant les régions, départements, interco et communes des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont détricoté, maille après maille, le contrat constitutionnel entre l'État et nos collectivités. Votre gouvernement s'inscrit pleinement dans cet engrenage. Il l'aggrave avec une austérité budgétaire sans précédent. Avec ces mesures, vous pourriez même faire passer le fameux contrat de Cahors pour acceptable. On va passer de l'illusion du ruissellement à l'assèchement total. Moins 10 milliards, moins 7 milliards, moins 5 milliards. Les élus locaux ne seront pas dupes de vos astuces politiciennes. Ce n'est pas parce que ces coupes budgétaires seront moins élevées qu'annoncées que nous les accepterons. Notre position ne changera pas. Baisser les moyens des collectivités, c'est non. S'attaquer au reste de leur autonomie financière, c'est encore non. Pas par corporatisme, parce que nous sommes convaincus qu'affaiblir les communes, c'est une faute politique. C'est se priver de leur rôle historique d'amortisseur de crise. C'est se priver de leurs investissements pour l'aménagement du territoire et le bien-être de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, ne nous vous laisserons pas fracasser l'avenir des communes sur le mur de votre incurie budgétaire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Comptez-vous poursuivre cette politique de casse de la décentralisation au risque de conduire non pas à une crise des gilets jaunes, mais à une crise des écharpes tricolores?
Pour vous répondre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Kanner, je suis en train de vous chercher, mais je... Ah ben voilà, que j'ai envie de vous regarder droit dans les yeux. Hein. Je vous ai connu plus mesuré. Je me souviens d'ailleurs d'un dialogue que j'ai eu ici même, lorsque le président Darcher m'a invité à participer avec vous au 80e anniversaire de l'Assemblée consultative provisoire, je le dis pour être exact, où j'ai émis l'espoir, l'espérance, est-ce que c'est une utopie, hein, qu'à l'image de cette Assemblée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans l'esprit du Conseil national de résistance, on puisse trouver dans ce pays, comment dirais-je, tous ensemble, la capacité de se respecter, de dire des choses justes, d'être un peu plus mesuré, d'avoir le sens de la nuance. D'avoir le sens de la nuance, Monsieur Kanner, dont votre question, la manière dont vous l'avez posée, n'est pas vraiment l'illustration. Hein. Non, ne protestez pas. Moi, je ne vais pas vous renvoyer aux baisses des crédits pour les collectivités locales durant le quinquennat de François Hollande. On peut faire, si vous le voulez bien, le compte. Je ne vais pas non plus vous renvoyer une sorte de devoir d'humilité que nous devons tous avoir à propos de cette dette que j'ai trouvée et que j'essaye de gérer. C'est pas... Non. Précisément la faute à qui? Précisément la faute à qui? Cette dette, on peut en expliquer une partie par la crise du Covid que nous avons affrontée tous ensemble, et le gouvernement en tête. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, franchement, vous savez bien qu'elle remonte à au moins une vingtaine d'années. On peut faire le compte. On peut faire le compte de l'accumulation de cette dette aujourd'hui qui coûte, mesdames et messieurs les sénateurs, près de 870 € d'intérêt chaque année à chaque Français, qu'il ait 1 mois ou 80 ans. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et ça, c'est un devoir de responsabilité, Monsieur Kanner, qu'on devrait assumer ensemble. C'est un sujet d'intelligence nationale que de réduire la dette aujourd'hui dans ce pays. Vous croyez que ça me fait plaisir, Monsieur le Président Kanner, de proposer le budget que je présente en ce moment? Vous croyez que ça me fait plaisir de proposer des réductions, ce freinage général? Mais nous y sommes obligés dans l'intérêt national. Nous y sommes obligés. J'ai vraiment du mal à comprendre votre véhémence sur ce sujet. Nous devrions tous être un peu plus solidaires. C'est l'intérêt du pays que de réduire cette dette. Je sais que le budget que je présente n'est pas parfait. J'ai dû le fabriquer en 15 jours avec les membres du gouvernement. 15 jours. Jamais un Premier ministre n'a été conduit à présenter un budget dans un temps aussi contraint. Je l'ai fait en disant dès le premier jour ici même qu'il n'était pas parfait, qu'il était amendable, qu'il était améliorable. C'est ce que nous faisons, y compris et à commencer par les collectivités locales dont nous avons en effet, peut-être est-ce là un point d'accord entre nous, la République qui est fragile a besoin, communes, départements, régions. Nous allons améliorer ce budget avec le Sénat. Nous allons réduire le poids de l'effort que nous demandions aux communes, parce que dans certains cas, il n'était pas juste, notamment pour les départements et dans certains cas pour les communes. Et puis nous allons repartir d'un nouveau pied, Monsieur Kanner, parce que moi, au-delà de ce budget que nous gérons dans l'urgence, l'extrême urgence, le dos au mur, j'ai envie de relever la ligne d'horizon et j'espère qu'on le fera ensemble pour les communes et pour les autres collectivités locales. Merci. Vous avez 9 secondes pour répondre, monsieur. Monsieur le Premier ministre, vous nous rappelez François Hollande, inflation zéro, équilibre des comptes de la nation remis à plat et aucune atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Monsieur le Premier ministre,
Votre politique vise à mettre à genoux les élus de la République au plan local. Nous serons là pour les garder debout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. C'est la double peine pour les communes, les employeurs territoriaux et hospitaliers. Lors des assises des départements de France, vous avez affirmé vouloir redonner des marges de manœuvre, de l'oxygène, de la liberté aux collectivités afin de restaurer le sens de leur mission. Mais avec la hausse brutale sur 3 ans de 12 points de cotisation à la CNRACL, que fait le gouvernement si ce n'est l'exact opposé? Au lieu d'offrir de l'oxygène aux collectivités locales, vous les asphyxiez financièrement. Aucune compensation n'est prévue à ce jour par l'État. Au lieu de restaurer leur mission, vous les contraignez à réduire leurs services essentiels sous le poids d'une pression financière insoutenable. Toutes les communes seront touchées, toutes les collectivités et leurs groupements seront concernés. Comment justifiez-vous cette contradiction? Comment pouvez-vous parler de redonner de la liberté aux collectivités tout en les étranglant financièrement sans même leur offrir la moindre concertation sur le sujet? Vous le savez, c'est une décision unilatérale du gouvernement. Les collectivités, notamment les SDIS, risquent de se retrouver privées des moyens nécessaires pour assurer leur mission de proximité. En Gironde, par exemple, ce sont 9 millions d'euros supplémentaires à prendre en compte pour le SDIS sur 3 ans. Avec ces nouvelles charges de fonctionnement, l'autofinancement se réduit comme peau de chagrin. Il est grand temps de passer des mots aux actes et de rétablir un véritable dialogue avec les collectivités locales avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Pour vous répondre, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Gilles, nous préemptons le débat sur le PLFSS qui va se tenir notamment à l'occasion de l'examen de l'article 40. Et merci pour votre question qui me permet de rappeler le travail de concertation qui a été mené avec les sénateurs. Et cela me permet aussi de saluer le travail mené par Madame la rapporteure générale Élisabeth Doineau et Philippe Mouiller, président de la Commission des affaires sociales. Pour rappel, cette caisse, la Caisse nationale des agents des collectivités territoriales, fait aujourd'hui face à de très importants déficits. 2,8 milliards d'euros pour cette année. Et en 2030, elle représenterait 10 milliards d'euros de déficit sur les 14 milliards sur l'ensemble de la branche vieillesse. C'est dire les enjeux aujourd'hui de redressement absolument impératifs pour assurer la soutenabilité du financement et du paiement des pensions dues aux fonctionnaires et des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il y avait une mission qui avait été commandée en septembre qui avait des recommandations beaucoup plus dures. Certaines de ces conclusions, d'ailleurs, ont été reprises dans le PLFSS. Au cours de la conférence, de la réunion avec les départements, le Premier ministre s'est exprimé sur une augmentation plus douce sur 4 années au lieu de 3, ce qui fera l'objet d'un amendement qui sera discuté, présenté par la rapporteure générale. Ce rapport interinspection préconisait également d'autres recommandations qui feront l'objet d'une discussion avec les collectivités territoriales concernées. Mais nous devons tous ensemble réussir le défi de la soutenabilité de cette caisse nationale pour, encore une fois, assurer la pension de ces retraités. Merci, Monsieur le sénateur. Collègue Gillet. Madame la ministre, vous annoncez la possibilité d'un lissage sur 4 ans au lieu de 3. Mais cette mesure est loin de répondre aux attentes des associations d'élus. Ils réclament l'abandon pur et simple et surtout une véritable concertation avec l'État qui n'a pas eu lieu pour une remise en plat. Et si nous en sommes là, c'est que la CNRACL a largement été contributive et solidaire des autres caisses. Pas moins de 100 milliards d'euros de transferts sur de nombreuses années en cumulé. Ce n'est pas aux collectivités de payer le plus fort. Monsieur le Premier ministre, soyez sur ce sujet réellement équitable. Monsieur le ministre, les réseaux sociaux sont devenus le nouvel Eldorado des atteintes à l'intégrité des individus et les élus ne sont pas épargnés. Un maire sur 4 en a été victime. Si l'intelligence peut être artificielle, la violence qu'elle induit est-elle bien réelle? Un clic peut blesser plus qu'un coup. Il y a 4 jours, par exemple, le visage d'un député du Puy-de-Dôme a été découpé en 2 au couteau, les têtes du maire de Clermont-Ferrand et d'un adjoint écrabouillées dans une presse. À celles et ceux qui considèrent ces montages pas si dramatiques, nous devons répondre fermement que l'intelligence artificielle générative crée des contenus toujours plus extrêmes,
augmentant le risque de passage à l'acte. Nous devons répondre que nous ne devons pas banaliser l'intolérable, même en ligne, et que les plaintes doivent être suivies des faits. Dans 500 jours auront lieu les élections municipales. Engagez-vous qu'il disait, la formule culte du romain d'Astérix et Obélix pourrait aujourd'hui être celle de nombreux maires qui se posent la question de la poursuite de leur engagement. À quel prix ? Leur tranquillité, celle de leurs proches, voire leur santé physique et mentale, ça a été dit par un de mes collègues. Avec le retrait de l'État et des services publics de nos territoires, les administrés n'ont plus d'interlocuteurs. C'est donc aux maires qu'ils s'adressent, le dernier à portée d'engueulade comme ils disent. Chaque décision gouvernementale qui affaiblit la capacité à faire des élus locaux est un coup de canif supplémentaire porté dans le contrat passé avec eux et la République. Affaiblis, plus vulnérables, les élus locaux se sentent plus démunis. Dépourvus de moyens, ils deviennent aux yeux de leurs détracteurs de mauvais gestionnaires, voire inutiles, et qui ne mériteraient ainsi plus de respect, voire du mépris. Avez-vous l'intention de continuer d'entretenir ainsi la gronde pour ensuite jouer les pompiers pyromanes avec des plans à 5 millions d'euros, 5 millions, pour renforcer la sécurité des élus, dont on se demande si les crédits seront encore alloués cette année au projet de loi de finances, car le doute plane. Merci. La parole est au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, je pense qu'on ne réglera pas cette question de la violence aux élus à coups de millions d'euros. Je n'y crois absolument pas. La violence, elle est partout, elle se répand dans notre société. Et évidemment, les premières victimes de ces violences, ce sont les élus. Il y a un énorme paradoxe. Jamais la France n'a eu autant besoin des maires et des élus. Et jamais, quelqu'un le disait, le questeur le disait il y a quelques instants, jamais ces élus ont été autant découragés. Découragés par des règles souvent bureaucratiques. Mathieu Darnaud y a fait allusion il y a quelques instants. Découragés, vous avez parfaitement raison, par ces violences. Et j'ai été tenu au courant par le préfet de ce département des violences qui ont été exercées sur les réseaux grâce à l'intelligence artificielle générative. Ce n'était pas l'intelligence artificielle qui est en soi la coupable, mais ce sont les internautes qui sont derrière ce moyen technologique. Je vous rappelle, et vous le souvenez parfaitement, que c'est ici qu'est né au Sénat le texte qui a été voté le 21 mars dernier et qui permet de donner un certain nombre d'outils pour lutter contre la violence, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est sans doute la partie la moins connue du texte, mais moi je veux le rappeler. Et il faut que notre texte, votre texte, puisse être scrupuleusement suivi des faits. J'ai demandé à mes préfets, aux préfets, de se mobiliser. Pour signaler systématiquement. Le préfet de vos départements a fait un article 40 pour signaler au procureur. Il faut, là encore, surveiller les réseaux. Il faudra aussi se poser la question, parce que l'intelligence artificielle générative nous met en face de nouveaux défis. Et je pense que Internet ne doit pas être une zone de non-droit. Ce que l'on demande dans la sphère physique réelle, on doit aussi être en droit de l'exercer dans la sphère virtuelle. C'était d'ailleurs les propositions d'un certain nombre de textes européens, notamment sur l'acte qui concernait l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, croyez-moi, nous sommes parfaitement mobilisés. Mais vous avez raison. Quand on dépose plainte, soit il y a une suite, mais au moins que l'élu soit tenu informé des suites ou de la non-suite de la plainte qu'il a pu être déposée. Je pense que c'est fondamental. En tout cas, nous sommes parfaitement et concrètement mobilisés. Madame Canales. Le plan de 5 millions d'euros qui avait été annoncé par Madame Faure pour, en même temps que la loi sur la sécurité des élus, nous espérons qu'il sera maintenu, que les 5 millions d'euros seront maintenus, et nous aurons l'occasion d'en discuter au projet de loi de finances, parce que le doute plane sur le maintien de ces millions d'euros pour la sécurité des élus.